Arnaud Nourry, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes le PDG de Hachette Livre, numéro 1 français de l'édition, numéro 3 mondial, avec Grasset, Stock, Lattès, et puis aux États-Unis, on les connaît moins, mais enfin, c'est le rachat de Time Warner Book. Vous revenez de la Foire internationale du livre de Francfort, rendez-vous international. Il a été beaucoup question d'Amazon. Alors pour vous, Amazon, c'est quoi? C'est un compétiteur acharné ou c'est un partenaire puisqu'il distribue une grande partie de vos livres? C'est un client. Amazon, c'est le premier client d'Hachette Livre au niveau mondial. Donc, de ce point de vue-là, c'est un partenaire essentiel. On a eu quelques points de friction avec Amazon. Vous avez des relations apaisées? On a des relations apaisées, absolument. Pourtant, Amazon avait actionné en Europe. La commission était venue perquisitionner chez tous les éditeurs. Ça avait mis un petit peu d'émoi dans le monde de l'édition. Et puis, vous aviez eu un problème avec la justice américaine, avec Apple. Vous leur en voulez encore ou pas? Non. On a des relations tout à fait apaisées. Ça a été un moment désagréable d'être perquisitionné, d'être accusé d'entente illégale. Ce n'est pas agréable quand on n'a pas commis ce genre de faute. Voilà, la justice américaine s'est emballée, l'Europe aussi un petit peu. Bon, tout ça est réglé, c'est derrière nous, je crois qu'on en avait déjà parlé, et tant mieux. Et donc on reprend des relations parfaitement normales avec Amazon, avec Google, avec Apple, avec tous ces grands opérateurs. On est Hachette Livre protégé par notre taille, c'est très important. Alors c'est vrai qu'Amazon fait aussi de l'édition. Oui, voilà, c'est bon, ce que j'allais dire. Ils se sont lancés dans le business de l'édition. Oui, c'est une tentation que de temps en temps les retailers, comme on dit, ont, avec peu de succès. La Fnac l'a fait dans la musique un peu, W.H. Smith en Angleterre l'avait fait dans le livre. Donc Amazon le fait. Ça m'inquiète pas. Ça vous inquiète pas? Mais pas du tout. Vous savez, ils publient peut-être 200 ou 300 nouveautés aux États-Unis par an. Et vous? Et nous, on en publie 1000. Et avec les confrères, la production d'Amazon représente très peu de choses par rapport à celle du marché. Est-ce qu'ils viennent draguer vos grands auteurs? Là, vous avez Michael Connelly, Stephanie Meyer, James Patterson, qui est l'auteur le mieux payé au monde. Il paraît qu'il touche 80 millions de dollars de droits d'auteur. Si Amazon vient en débaucher un de ceux-là, ça va quand même faire un trou chez vous. Je ne peux pas exclure que Amazon ait essayé, mais des confrères aussi ont essayé de débaucher ces auteurs-là, certainement beaucoup plus assidûment qu'Amazon. Qu'un confrère débauche un auteur, ça fait partie de la vie dans nos métiers. On est dans un secteur très concurrentiel. Amazon, pourquoi voulez-vous qu'un auteur qui connaît un grand succès, qui est très bien rémunéré par ce succès grâce à nous, grâce à son éditeur, pourquoi voulez-vous qu'il aille vers un éditeur comme Amazon, qui n'est pas un professionnel du secteur, qui ne sait pas bien comment vendre dans les librairies traditionnelles, qui ne sait pas nécessairement bien faire la promotion, et qui ne sait pas non plus travailler le texte? Pourquoi voulez-vous qu'il nous quitte pour aller vers Amazon? C'est pas qu'une question d'argent, l'édition, c'est une question de relation. Donc c'est comme ça que vous gardez vos grands auteurs aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France? On n'en a pas perdu un seul, donc c'est plutôt rassurant. Alors, est-ce que vous avez compris l'union sacrée des députés français qui ont voté à l'unanimité ce qu'on a appelé une loi anti-Amazon, c'est-à-dire l'interdiction pour Amazon de cumuler à la fois 5% de rabais sur les livres et les frais de port gratuits? Dire que je l'ai compris, oui, il y a beaucoup d'émotions en France et en Europe autour de la notion de ces entreprises américaines qui ne payent pas d'impôts et qui ne respectent pas bien les règles du jeu. Voilà. Et ça ne vise pas seulement Amazon, ça vise Apple, ça vise Google, et on sait bien comment ça fonctionne, le Luxembourg, l'Irlande, des îles. Les îles Caïmans, l'argent qui dort. Il y a beaucoup d'émotions, et peut-être que ces entreprises devraient réfléchir à comment avoir un comportement citoyen un peu plus acceptable. Là, on a peut-être un peu stigmatisé Amazon sur quelque chose qui n'est pas très important finalement. Maintenant, il y a une loi en France de 1980, qui est la loi Lang, qui dit que les revendeurs doivent être dans une position de concurrence égale en termes de prix. Et là, il y avait un petit biais, donc il a été corrigé. C'était parfaitement normal de le faire. Je regrette un peu peut-être qu'on se soit emballé dans la stigmatisation d'Amazon. D'accord. Alors vous êtes présent des deux côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, le e-book, le livre électronique représente déjà 25% des ventes, enfin en volume, et à peu près 20% en valeur. En France, c'est seulement 3%. La France est en retard, c'est un danger? Non, ce n'est pas un danger, parce que ce qui serait un danger, c'est que nous ne nous ayons pas numérisé nos œuvres et qu'elles ne soient pas disponibles. Parce qu'on sait que quand on est dans cette situation-là, le piratage devient l'accès le plus spontané des lecteurs, mais ce n'est pas le cas. Les œuvres sont disponibles. Je pense que les Français sont un peu réticents à aller vers la lecture numérique. Ils ne sont pas les seuls. Les Italiens, les Espagnols, même les Allemands sont un peu dans ce cas de figure aussi, peut-être parce qu'on a un très beau réseau de libraires. Donc on y va tranquillement. Ce n'est pas l'explosion qu'on a connue chez les Anglo-Saxons. Et pour ma part,
part, je trouve ça tout à fait rassurant et vous très pensez bien. que la France va rattraper son retard? À un moment, elle arrivera à 25% comme les autres? Je ne suis pas sûr qu'on aille aussi loin, mais on voit la vague monter. Donc, on était à peut-être moins de 1% des volumes il y a 18 mois. On a multiplié par 3, mais c'est quand même encore en tout volume, petit. si vous voulez, ces derniers mois, on est plutôt à 7-8% sur les maisons de littérature. En vérité, ce qui est important, c'est que quand on parle de ces pourcentages de numérique sur le marché, on oublie que le numérique, en tout cas aujourd'hui, ne touche que le noir et blanc, le texte, la littérature ou la fiction narrative. Et sur ces parties-là, les pourcentages sont bien plus élevés. Aux États-Unis, on est à plus de 40% des volumes quand on est en littérature qui sont en numérique. Et en France, on est à 7-8%. C'est déjà pas négligeable et ça monte. Donc on sera peut-être à 10-15% l'année prochaine. Et on sera derrière, mais on y vient. Les gens ont envie de lire aussi un peu en numérique et c'est comme ça qu'il faut. Pour un éditeur comme Hachette Livre, le numérique, c'est aussi rentable, moins rentable, plus rentable que le livre physique? C'est très compliqué de répondre à cette question-là parce qu'on ne sait pas, quand on vend un exemplaire en numérique, s'il a remplacé un exemplaire en grand format ou en poche. Et dans quelle proportion exactement? Alors, ce que je peux observer, c'est que dans les pays où on est passé au numérique à 20-30% de chiffre d'affaires, comme aux États-Unis, on n'a pas de dégradation de notre compte d'exploitation. Plutôt au contraire, on a un petit effet positif. On ne sait pas si c'est le fait de vendre plus de e-book vite au prix du grand format au détriment du poche, ou si c'est... voilà, on est encore en train d'analyser ça, mais c'est un effet plutôt vertueux. Et puis, ça a un effet vertueux aussi en termes de production de livres, d'aller, de retour, de destruction de livres, et donc tout ça, on ne peut que s'en féliciter, il me semble. Alors, l'édition a connu un grand bouleversement avec la fusion de Penguin et de Random House, qui est devenu un des grands leaders, voire même le leader mondial de l'édition. Est-ce que ça a lancé un nouveau mouvement de consolidation et est-ce que Hachette Livre va y participer? Alors, en fait, il y a deux leaders. Il y a Pearson, qui est le leader dans le domaine du livre d'éducation au sens large, et puis il y a maintenant Random House et Penguin, qui sont en train de fusionner, qui sont le leader de ce qui n'est pas éducation. Et Hachette Livre, on est le troisième, en quelque sorte, derrière ces deux-là. Et nous, on fait un peu d'éducation, beaucoup de trade. On est un très grand acteur, avec plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On n'est pas si loin que ça derrière Random House. Je crois qu'il va y avoir une vague de concentration dans les 3-5 ans qui viennent, parce que le métier, quand il passe au numérique, nous confronte à des acteurs qui sont beaucoup plus gros que nous. J'en ai cité quelques-uns, Google, Amazon, Apple, peut-être demain Facebook, je ne sais pas, peut-être IBM, Microsoft. Donc il faut des éditeurs à 4-5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut particulièrement aux États-Unis, puisque c'est là que se nouent les modèles économiques et les grandes négociations, avoir une taille suffisante et un portefeuille d'auteurs suffisant pour résister. Et donc, voilà, il y aura une phase de concentration et j'espère qu'Hachette Livre pourra y participer. Il n'y a aucune urgence. Hein, on est déjà un très grand acteur mondial. Mais si on se projette à 5 ou 10 ans, il ne faut pas se laisser distancer, il ne faut pas occuper la place du petit parmi les grands. Ce n'est pas la bonne place. Il vaut mieux faire partie de ceux qui comptent. Mais c'est le cas aujourd'hui pour ce qui est Hachette Livre. Est-ce que votre actionnaire Lagardère va vous donner les moyens de vous développer? Écoutez, je crois que Lagardère, en ce moment, est dans une période de réorganisation de son portefeuille d'activité. Il y a eu la cession des actions de EADS, il y a une tentative pour céder les actions dans Canal+. Je crois que ça concentre l'essentiel de leur énergie et c'est bien normal. Quand ça sera fait, je lèverai la main et j'espère à ce moment-là être suivi. D'accord. Et si c'est une grosse opération, ils vous suivront ou ils vous donneront plus d'autonomie? Je leur poserai la question à ce moment-là. Je ne veux pas spéculer sur les intentions de mon actionnaire à l'horizon de 18 mois. D'accord. Vous dites que vous êtes présent dans la littérature générale, mais aussi dans le scolaire. On attend toujours. À quand les programmes scolaires sur les tablettes? Vous pouvez les acheter cet après-midi, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. La généralisation, j'allais dire. Effectivement, c'est déjà disponible. Mais... Oui, le problème n'est pas la création, puisque des éditeurs scolaires de mon groupe, Hatier, Hachette, ou en Espagne ou en Angleterre, nous publions nos manuels dans tous les formats, y compris les formats tablettes, Android et Apple. Le problème c'est l'éducation nationale. Il n'y a pas de budget consacré à ces achats-là, puisque les budgets vont quand même pour l'instant encore vers des manuels scolaires imprimés, traditionnels, et c'est normal, ça marche depuis très longtemps, donc on ne va pas jouer avec cette chose importante qu'est l'éducation. Et on manque de budget pour tester ces ressources nouvelles, donc c'est ça qui freine le développement. Je crois qu'il faut que l'État, en France et ailleurs, se pose la question. Alors vous êtes présent dans beaucoup de pays. Est-ce qu'il y a un pays qui est en avance particulièrement dans ce domaine? Alors on n'est pas aux États-Unis, c'est là qu'ils sont le plus en avance. On est en Angleterre. En Angleterre, vous voyez, à peu près 10%
90% du chiffre d'affaires que nous réalisons dans l'éducation est sous forme numérique, alors qu'en France, on n'est même pas à 1%. Donc il y a, chez les anglo-saxons, un petit peu plus d'allant vers le numérique dans l'éducation. Et je pense qu'ils ont raison. La France prend un peu de retard dans ce domaine-là, et c'est dommage. Alors, toujours dans le numérique, Twitter, on voit, lance une grande offensive avec les médias, la télévision en particulier. Est-ce que vous discutez avec eux pour donner un peu plus d'allant et un peu plus de discussion autour du livre sur le réseau social? Alors, on n'a pas de discussion d'entreprise à entreprise avec Twitter encore, pas plus qu'avec Facebook. Par contre, nous sommes de très gros utilisateurs de tous ces réseaux sociaux pour la promotion des livres. Certains de nos auteurs ont des pages Facebook. Quand ils n'en ont pas, on les aide à en faire. On crée des pages Facebook pour des livres, pour des collections, et on utilise le plus possible ces moyens. C'est assez peu cher d'utiliser ces moyens-là pour la promotion d'un livre. Donc on le fait beaucoup, mais on n'est pas encore à aller chercher des relations d'entreprise à entreprise, peut-être parce que le secteur de l'édition est économiquement assez petit, même si symboliquement il dépasse ses limites économiques. Vous aviez racheté Astérix, ça avait fait grand bruit en France. C'est rentable? C'est un investissement que vous ne regrettez pas? Ah, certainement pas. Certainement pas. Et certainement pas à quelques jours du lancement d'un nouvel album d'Astérix, Astérix et les Pictes, qui dans une dizaine de jours, qui va être un phénomène d'édition. Il faut savoir Vous allez en vendre combien? On en imprime 5 millions d'exemplaires pour l'Europe, dont 2 millions en langue française. Donc c'est un lancement considérable, c'est un livre qui est très réussi et j'ai très bon espoir. D'accord, très bien Arnaud Nourry, merci beaucoup et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Bonsoir.